Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire assez fascinante d'un outil qui permet de noter l'utérus d'une jument. C'est une histoire d'invention, de validation et puis de remise en question. Et ça nous en dit long sur la façon dont la science fonctionne vraiment. La question de départ peut paraître un peu étrange. Comment est-ce qu'on note un utérus? C'est pourtant tout l'enjeu. L'idée, c'est de réussir à prédire si une jument sera capable ou non de mener un poulain jusqu'au bout de la gestation. Pour tous les professionnels du monde du cheval, c'est un vrai casse-tête. Comprendre pourquoi certaines juments ont du mal à être fertiles, c'est une énigme à la fois complexe et qui peut coûter très cher. Et la clé du mystère, elle se trouve là, dans l'endomètre. C'est un peu le berceau, l'environnement caché, où l'embryon doit s'installer et grandir. Forcément, si cet environnement n'est pas sain, toute la gestation est compromise. Et c'est là qu'un certain R.M. Kenney entre en scène. En 1978, il a une idée de génie. Il développe une méthode pour aller voir de plus près ce tissu si important et pour l'évaluer. Ça a complètement changé la donne pour les vétérinaires de l'époque. Alors, une biopsie de l'endomètre, c'est quoi au juste? Imaginez qu'on puisse obtenir une sorte de bulletin de notes de l'utérus. On prélève un tout petit bout de tissu, et cet échantillon, une fois au microscope, va nous livrer une quantité incroyable d'informations. Le système de Kenney est à la fois simple et super puissant. Il a défini 3 catégories. Catégorie I, c'est le top, tout va bien. Catégorie 2, bon, là ça commence à se gâter un peu, le pronostic est moyen. Et la catégorie 3, là c'est un vrai signal d'alarme. Ça veut dire qu'il y a des dégâts importants, des sortes de cicatrices qu'on appelle la fibrose. Et ça rend la gestation très compliquée. Avoir une bonne idée, c'est bien, mais en science, il faut des preuves. Et c'est en 1990 qu'elles vont arriver de manière éclatante, grâce à une étude menée par R.O. Welshly. Il a mis des chiffres concrets sur l'efficacité de ce système. Et là, les résultats parlent d'eux-mêmes. Pour les juments classées en catégorie I, on atteint quasiment 80% de taux de gestation. Ça chute de manière assez brutale à 49% pour la catégorie 2 et ça s'effondre à 33% pour la catégorie 3. La preuve était faite. La classification de Kenney, ça marchait. Mais attention, la confirmation la plus forte, elle vient des naissances réelles. Parce que tomber gestante, c'est une chose, mais mener la gestation à terme, c'en est une autre. Et là, la chute est encore plus vertigineuse. De 70% de naissances pour la catégorie I, on passe à 42% pour la 2, pour finir à un tout petit 18% pour la catégorie 3. C'est ça qui est dingue. L'outil ne prédit pas juste une gestation, il prédit le succès final. Et l'étude de Welshly a ajouté un autre paramètre dans l'équation, l'âge. On s'est rendu compte, sans surprise, que les juments plus âgées avaient plus de risques d'avoir de mauvais scores. Ça a confirmé que le temps, ça laisse des traces sur la santé de l'endomètre. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là. On a un super outil, validé, fiable, tout va bien. Mais non. Comme souvent en science, il y a eu un rebondissement. On a découvert que même les outils les plus solides peuvent avoir des failles. Ce rebondissement, il est parfaitement résumé par le titre franchement génial d'un article de recherche de 2022. eBay or not eBay, un clin d'œil à Shakespeare pour pointer du doigt un vrai problème qui avait émergé au cœur même du système. Et ce problème, il porte un nom un peu technique, la variation interobservateur. Pour faire simple, ça veut dire que le système de Kenney dépend du jugement d'un être humain, d'un pathologiste. Et le jugement humain, par définition, c'est subjectif. C'est la découverte fracassante de l'article de Westendorf. Ils ont analysé plus de 700 biopsies et le résultat est sans appel. 2 experts différents ne donnaient pas toujours la même note au même échantillon. La fiabilité de l'outil était soudainement remise en cause. Pour visualiser le problème, imaginez un peu. Prenons la catégorie IB, qui est une sous-catégorie particulièrement délicate à juger. 2 experts analysent le même lot de prélèvements. L'un pourrait classer 25% des cas en IB et l'autre plus du double, 55%. Ce n'est pas l'échantillon qui change, c'est l'œil de celui qui regarde. Face à ce gros problème de subjectivité, la communauté scientifique n'est pas restée les bras croisés. Une nouvelle quête a commencé, celle de l'objectivité. Comment rendre ce diagnostic plus solide, plus indiscutable? En fait, tout se résume à ça. D'un côté, on a l'approche subjective, qui est basée sur l'expérience, l'interprétation. Et de l'autre, ce vers quoi il fallait tendre, une mesure objective, basée sur des chiffres, des données quantifiables, que n'importe qui pourrait vérifier et reproduire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une solution avait déjà été proposée bien avant. Dès 1998, une étude d'un certain Evans suggérait d'utiliser la technologie, l'analyse d'images par ordinateur, pour mesurer très précisément la quantité de fibrose, pour passer d'une note à un chiffre. Alors pour conclure, résumons un peu le voyage incroyable de cet outil scientifique, parce que son histoire nous apprend énormément sur la science elle-même. Quand on regarde cette chronologie, tout devient limpide. 1978, on crée l'outil.
1990, on prouve qu'il marche. 1998, on propose une idée pour le rendre plus objectif. Et en 2022, on met en lumière les limites de sa subjectivité. Ce n'est pas un échec, c'est la science en marche. Et c'est vraiment ça la grande leçon de cette histoire. Il faut comprendre que la science, ce n'est pas un livre de faits gravés dans le marbre. C'est un processus d'amélioration constante, où les idées sont développées, testées, défiées et finalement affinées. On va se quitter sur cette question, qui donne à réfléchir. À quel moment un fait scientifique, un outil que tout le monde utilise, doit-il évoluer face à de nouvelles preuves? C'est une question fondamentale qui touche au cœur même de ce qu'est la connaissance.